Bonjour à tous, je m'appelle Antonin et je suis l'auteur du blog Apprendre à investir. Donc j'aimerais vous montrer dans les prochaines minutes comment on peut investir en bourse en gérant son risque. Pour recontextualiser un petit peu, la bourse est un moyen parmi d'autres pour faire fructifier son argent ou s'enrichir. Il y a aussi notamment l'immobilier, l'entreprise ou encore le crowdfunding. Alors la grande question, pourquoi investir en bourse? Comme on peut le voir sur ce graphique qui représente l'évolution du Dow Jones, qui est l'un des principaux indices boursiers américains. Il y a d'ailleurs un adage qui l'exprime, la bourse monte à long terme. La bourse monte et ce, malgré toutes les guerres et toutes les crises que le monde a connues. Là, sur le graphique, on voit l'évolution sur 2 siècles, mais rien qu'au XXe siècle, il y a notamment eu 2 guerres mondiales, la grippe espagnole, la guerre froide, avec la menace nucléaire, et de nombreuses crises économiques, dont celle de 1929. Et pourtant, malgré tout ça, la bourse a énormément progressé, comme vous pouvez le voir. Mais il y a des crises, parce que si on regarde à long terme, ça monte, mais si on zoome un petit peu, on se rend compte que le marché baisse parfois de manière importante. Et tous les 10 à 15 ans environ, on observe une baisse qui peut aller de moins 30 à moins 50%. Alors ces baisses, elles sont toutes liées à des crises dont on a entendu parler pour la plupart d'entre elles. Le choc pétrolier, le lundi noir d'octobre 87, l'explosion de la bulle Internet, la crise financière des subprimes, et enfin celle du coronavirus. Alors ça veut dire que si on investit sur le marché des actions, il faut s'attendre un jour ou l'autre à subir ce type de baisse. Car en fait les crises sont normales dans l'économie, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Une économie sans crise, ça n'existe pas. Mais le risque pour l'investisseur, quand survient une crise, c'est pas tant la crise en elle-même, puisqu'on sait que toutes les crises ont une fin et que le marché finit toujours par remonter et par monter à long terme, comme on l'a vu sur le premier graphique. Le risque en fait, c'est l'impact émotionnel qui est engendré par la crise. Alors imaginez, vous voyez votre portefeuille qui plonge de 50% et quand vous regardez les journaux, vous avez ce type de une et les médias qui sont en train de propager la panique. Alors le risque, c'est de revendre au plus mauvais moment suite à un fort stress émotionnel et après une forte baisse. Car lorsqu'on a revendu et qu'on arrête d'investir, on s'empêche de profiter des hausses qui sont présentes entre chaque crise, mais dont personne ne parle d'ailleurs, et on sort du jeu, la partie est terminée et on a quitté la partie sur une perte. Comment faire pour ne pas subir ce stress émotionnel qui peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous comporter comme des robots et d'essayer de vivre sans émotion ou du moins de canaliser au maximum vos émotions. C'est pas forcément évident à faire et ensuite ce serait bien triste. Alors la réponse à cette question, comment ne pas subir d'impact émotionnel pendant les crises, elle tient en un mot. Ce mot, c'est la diversification. Alors sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du marché américain des actions pendant la crise du coronavirus. L'évolution du marché des actions, c'est la courbe en rouge. Et également, vous avez l'évolution des obligations d'État américaines qui sont en bleu. Alors il y a quelque chose qu'on peut immédiatement remarquer, c'est la corrélation inverse entre les actions et les obligations lors de la crise. À partir du moment où la crise est arrivée, et que les actions ont commencé à plonger, on voit que les obligations, elles ont pris de la valeur. Qu'est-ce que nous montre cet exemple? Il nous montre tout simplement que pour stabiliser son portefeuille et investir plus sereinement, il est important de diversifier ses investissements et de détenir aussi des obligations en portefeuille et donc pas seulement des actions. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que les actions, elles peuvent baisser pendant 10 ans. Alors ça a déjà été le cas entre 2000 et 2009. Si vous avez investi dans des actions sur cette décennie, concrètement, vous avez perdu de l'argent, puisque les actions, elles ont affiché un magnifique rendement moyen de moins 1% par an. Donc moins 1% par an sur 10 ans, ça fait à peu près moins 10% au bout de la décennie. Et lorsqu'on perd de l'argent, 10 ans à perdre, c'est quand même très très long et c'est pas tenable psychologiquement. Par contre, on peut remarquer autre chose, c'est que lorsque les actions sont en difficulté, il peut y avoir d'autres actifs qui se portent bien et il peut être intéressant de posséder une part d'obligation et aussi, pourquoi pas, une part d'or en portefeuille. Donc s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez dans tout ce que j'ai dit, c'est diversifiez toujours vos investissements et surtout, n'investissez pas uniquement dans des actions, même si c'est ce que font la plupart des investisseurs. Donc maintenant, on va passer à un petit exercice. Construisez votre portefeuille virtuel. Cet exercice va vous permettre de vous projeter dans la peau d'un investisseur en construisant un portefeuille virtuel. Mais avant ça, je vais vous partager un secret qui augmentera considérablement vos chances de réussir vos investissements. La plupart des gens prennent leurs décisions d'investissement en fonction du rendement. Eh bien, le secret, tout simplement, c'est de prendre ces décisions en se basant sur le risque plutôt que sur le rendement. Pourquoi se baser sur le risque plutôt que sur le rendement? Parce que le rendement, on ne peut pas le contrôler. On sait qu'il sera présent à long terme, mais qu'il variera selon les années. Par contre, le risque, comme on va le voir, on peut l'ajuster et le maîtriser en partie. Et savoir maîtriser les risques permettre de passer les crises et de pouvoir profiter des rendements à long terme. Pour cela que je vous propose de construire un portefeuille en vous basant sur les risques, en l'occurrence en vous basant sur ce qui s'est passé lors de la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est la crise de 2008. Vous avez composé mentalement un portefeuille avec les éléments suivants, donc des actions, des obligations. On va voir ce que cela implique en termes de rendement dans le tableau suivant. Alors le tableau que vous voyez, il y a beaucoup de chiffres, mais en fait, il est très simple.
il indique le rendement d'un portefeuille en fonction de sa composition lors de l'année 2008, qui est l'année de la crise, le rendement qu'on aurait obtenu en 2008 avec un portefeuille qui est constitué à 100% d'actions. Là, c'est la première colonne à gauche. On voit une perte de 37%, en l'occurrence pour un portefeuille 100% actions. Puis avec un portefeuille composé de 90% d'actions et de 10% d'obligations, alors là, on aurait une perte un peu moins forte de 31%. Puis avec un portefeuille composé de 80% d'actions et de 20% d'obligations, etc., etc., jusqu'au portefeuille composé à 100% par des obligations qui est sur la colonne tout à droite. Alors vous pouvez voir que plus vous détenez d'actions, plus votre portefeuille risque de subir des pertes importantes pendant les crises. Plus vous avez d'actions, plus vous allez être dans la partie gauche du tableau. Et donc, plus vous avez d'obligations, plus votre portefeuille sera stable lors des crises. Donc là, c'est la partie droite du tableau. Et vous remarquerez d'ailleurs tout de suite qu'il était tout à fait possible de gagner de l'argent lors de la pire crise des 50 dernières années. En fait, il suffisait simplement de détenir au moins 70% d'obligations au portefeuille. Et auquel cas, vous auriez eu un gain de 3% lors de cette année-là. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Vous allez observer les rendements des différentes compositions de portefeuille qu'on a ici, en partant de la gauche et en allant vers la droite, jusqu'à ce que vous soyez confortable avec le niveau de perte indiqué. C'est-à-dire que le niveau de perte soit acceptable pour vous et en fait qui n'engendre pas d'émotions trop fortes. Par exemple, si vous ne tolérez pas de voir votre portefeuille baisser de plus de 15% et qu'émotionnellement vous sentez que c'est trop, vous allez sûrement vous arrêter sur la colonne 60% actions et 40% d'obligations, car vous savez que vous n'auriez eu qu'une perte de 14% en 2008. Autre exemple, si vous êtes encore plus conservateur et que vous ne pensez pas tolérer une quelconque perte sur cette année, alors là, vous allez plutôt vous arrêter sur une répartition avec 60 ou 70% d'obligations qui sont restées autour de zéro en termes de rendement en 2008. Donc on a moins 2 ou plus 3%. Et qui donc ont permis au portefeuille de rester à l'équilibre. Donc pendant que vous continuez de réfléchir à la répartition de votre portefeuille virtuel que vous aimeriez avoir avec votre propre niveau de perte maximale autorisé, vous pouvez aussi voir que plus vous aurez d'obligations en portefeuille, moins le rendement sera important à long terme. Je suis en train de parler de la dernière ligne du tableau et en fait c'est les rendements qui sont indiqués entre 1972 et 2020. Alors, il faut savoir qu'à long terme, les actions sont un peu plus performantes que les obligations. Ça, en fait, c'est logique. Plus on va avoir d'actions au portefeuille, plus on aura un rendement supérieur à un portefeuille qui sera lui majoritairement composé d'obligations. Par contre, j'ai indiqué les rendements entre 1972 et 2020 à titre indicatif, donc sur la dernière ligne, pour que vous puissiez voir qu'il y a une corrélation inverse entre le risque et le rendement. C'est-à-dire, plus on va vers la gauche, plus on a un risque important lors des années de crise, mais plus le rendement à long terme sera important. Mais sachez une chose, rappelez-vous, le secret tout à l'heure pour investir avec succès, on ne construit pas un portefeuille en fonction du rendement espéré. Parce que dans ce cas-là, tout le monde choisirait le portefeuille 100% action, mais voilà, on sait très bien vers quoi ça mène lors des années de crise. Et ça, au niveau émotionnel, tout le monde n'est pas capable de supporter une telle baisse. Donc on ne construit pas un portefeuille en se basant sur le rendement espéré, mais plutôt en se basant sur le niveau de risque maximum que l'on souhaite prendre. Et le risque, en fait, on l'évalue par rapport aux périodes de crise. Donc là, c'est ce qu'on a fait. 2008, plus grosse crise des 50 dernières années. On se base là-dessus pour voir quelle peut être la chute maximale sur une période de plusieurs décennies. Pour conclure, une fois que vous aurez fait ce petit exercice mental, vous aurez un début d'idée, une base de réflexion sur la manière dont vous pouvez construire un portefeuille qui soit adapté pour vous. Et donc, en fonction de votre propre tolérance au risque, de votre niveau de gestion émotionnelle par rapport à ce risque. En fait, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir suivre votre stratégie et de conserver votre portefeuille à long terme. Parce que si vous avez un niveau de risque qui ne dépassera jamais ce que vous êtes prêt à tolérer comme perte au niveau émotionnel, eh bien, vous vous sentirez jamais en danger. Toutes les baisses que vous verrez, vous saurez que c'est des baisses qui sont possibles. Vous les aurez anticipées par rapport à la pire année qui a eu lieu dans le passé. Et donc, vous aurez un niveau de sérénité qui sera beaucoup plus important, qui sera beaucoup plus à même de faire en sorte que vous puissiez suivre votre stratégie à long terme. Vous avez vu comment vous pouvez investir plus sereinement grâce à la diversification, sans y laisser des plumes lors de la prochaine crise. Merci Antonin pour ce premier exercice qui nous permet de mieux connaître notre risque par rapport à l'investissement. Dites-nous en commentaire où vous vous situez et est-ce que vous êtes surpris par rapport à ce résultat ou pas. On se retrouve bientôt avec Antonin pour une prochaine interview sur les ETF. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie de l'investisseur, le rapport aux émotions et comment faire pour les gérer pour investir en bourse, on se retrouve ici avec Martin.